Je m'appelle Valérie Martin, je suis médecin généraliste. J'ai 53 ans, bientôt 54. Et j'exerce en Seine-et-Marne depuis, dans 3 jours, ça fera 27 ans. Contrairement à beaucoup de médecins de ma génération, j'ai pas fait la médecine générale parce que j'ai loupé le concours de l'internat. J'ai fait de la médecine générale par choix, parce que j'étais attirée justement par le fait de toucher un petit peu à tout, de sauter du coq à l'âne. J'ai une affection toute particulière pour la pédiatrie que j'exerce vraiment beaucoup. C'est-à-dire je fais jusqu'à 70% de pédiatrie par jour. Une médecine de proximité, parce qu'on est les premiers. Pour moi, un médecin généraliste, c'est un chef d'orchestre. Donc ça veut dire qu'il connaît la musique, il connaît la médecine, il n'a pas l'usage et la perfection de chaque instrument. Il a une idée de comment fonctionne chaque spécialité. On est là pour coordonner les différentes spécialités, l'intervention des différentes spécialités. On peut être appelé pour n'importe quoi. Alors par exemple, ici on a un grand déficit en médecins. On est actuellement dans le Nord Seine-et-Marne où j'exerce à 5 prises de retraite pour un qui s'installe. Mais on manque de dentistes aussi. Donc ce qui fait qu'on peut faire aussi urgence dentaire. Ça c'est voilà. Et puis des patients qui vont pas bien psychologiquement. Enfin bon, ça peut être n'importe quoi. La médecine générale, c'est beaucoup de choses. Ma journée type, elle est un petit peu particulière. J'ai une autre particularité par rapport à d'autres généralistes, c'est que la moitié de mes rendez-vous journaliers sont consacrés à des urgences, c'est-à-dire des rendez-vous qui n'étaient pas prévus. Donc ce qui représente à peu près 17 à 20 rendez-vous par jour qui sont distribués par mon secrétariat à 7 heures du matin. Pour des fièvres persistantes, lombalgie aiguë, l'infection urinaire, la colique néphrétique, voilà, l'entorse, enfin le truc qui n'était pas du tout prévisible, qui ne s'inscrit pas dans le suivi habituel de nos patients chroniques. Comme les patients peuvent appeler mon secrétariat à partir de 7h le matin, entre 7h et 7h30, dernier carat, je suis devant mon ordinateur de façon à interagir avec les secrétaires, augmenter mon nombre d'urgences s'il y a besoin. Elle me laisse des messages en me disant voilà, monsieur ou madame un tel se plaint de telle ou telle chose. Alors l'avantage du médecin généraliste, c'est qu'on connaît nos patients et qu'on sait que si monsieur un tel nous appelle, il faut y répondre tout de suite. Je commence mes consultations à partir de 9h. Généralement, je suis là entre 8h30 et 9h moins le quart. Je consulte au moins jusque 13h. Ensuite, je pars en visite au domicile parce qu'on a encore des personnes âgées ou des gens qui sont dans l'incapacité physique de venir au cabinet médical. Je mange généralement en très peu de temps. Je reviens ici normalement à 14h30 et je prends des patients, donc toujours sur rendez-vous, et je consulte minimum jusque 20h, en sachant que je peux arriver jusqu'à 1 heure de retard, ce qui veut dire une journée qui n'est jamais finie avant au moins 21h. En plus, je travaille avec le SAMU de l'hôpital de Meaux. Je peux être amenée à voir un patient en plus, voire 2 si j'ai de la place. Pour le SAMU, des gens qui ne relèvent absolument pas des urgences et qui ont besoin d'un médecin généraliste parce que ça fait 3 jours qu'ils ont de la fièvre, ils ont une sciatalgie épouvantable ou ils ont besoin d'être rassurés pour telle ou telle chose. N'oublions pas le temps administratif, c'est-à-dire que il faut bien regarder les résultats des prises de sang du jour qui ont été, que j'ai demandé bien sûr, et donc voir s'il n'y a pas une nécessité que j'intervienne rapidement. Un exemple, il y a 48 heures, un de mes patients, 9,8 g d'hémoglobine, il faut que j'intervienne. Ça n'est pas la journée du généraliste type, c'est ma journée à moi, en milieu semi-rural, et c'est la vie que j'ai choisie. Je
Je ne sais pas quelles sont les qualités requises pour être un médecin généraliste, parce que déjà, il y a une chose à savoir, c'est que ce sont les patients qui nous choisissent et non pas nous qui choisissons les patients. Et donc tous les patients ne nous choisissent pas pour la même chose. On m'appelle la tornade. Donc le fait d'être très speed, ça plaît à beaucoup de patients d'aller à l'essentiel, mais ça peut déplaire à d'autres qui ont besoin de davantage poser leurs valises, voilà, et notamment certaines personnes âgées pour qui c'est compliqué d'avoir un médecin généraliste qui est tout le temps dans le speed. On ne peut pas faire l'unanimité au niveau des patients. Je pense que la médecine générale, c'est la meilleure des médecines, parce qu'on saute du coq à l'âne sans arrêt, et on touche absolument à tout. Et on suit le patient de A à Z. Moi, je serais dans une frustration totale si je devais faire que de la coloscopie, que du côlon irritable, que de l'arthrose. Et en plus, par exemple, là, je suis à un moment de mon exercice où je soigne les enfants des enfants que j'ai soignés. Et donc, c'est extraordinaire pour moi de les avoir vus grandir, de les avoir vus devenir des adultes, d'avoir suivi leur choix de métier, de les voir s'épanouir et dans leur vie privée et dans leur vie de parents, leur vie professionnelle. D'ailleurs, on en parle parce que moi, ça m'intéresse énormément. Donc ça, c'est la meilleure des spécialités. Et en plus, suivre un patient de A à Z, du diagnostic jusqu'à la résolution du problème. Moi, quand il y a un résultat qui est mauvais, je suis en vrac. Je devais faire de la pédiatrie. Le premier décès que j'ai vu en pédiatrie, je me rappelle, c'était une petite Julie qu'on devait rendre à ses parents. Elle était en néonate pour une infection materno-fétale et tout avait bien évolué. Elle avait super bien réagi à son antibiothérapie et tout ça. Et donc le lendemain, elle devait rentrer à la maison. Elle a fait une mort subite à l'hôpital. Et donc j'ai su tout de suite que je ne pouvais pas faire de la pédiatrie parce que je n'arriverais pas à surmonter le décès d'un enfant. Même en tant que généraliste, il y a quelques années, à Noël, en 28 décembre, j'ai fermé les yeux avec ses parents d'un de mes petits patients de 14 ans, d'un cancer cérébral. J'ai mis 2 mois à m'en remettre. Bien sûr qu'il faut qu'on prenne de la distance, on est obligé de prendre de la distance, mais on est toujours marqué par des histoires compliquées et puis parce qu'on a une sympathie avec certains patients. Distance oui, mais il y a une proximité dont on a besoin aussi pour être dans l'humanité essentielle dont on doit faire preuve en tant que médecin. Bien sûr qu'il y a des points négatifs. Il y a certains patients qui nous disent, alors qu'on en a vu près de 50 dans la journée, donc on est là, 50 dans la journée, c'est l'épuisement total. Ah ben on peut crever. Donc moi, quand on me dit un truc comme ça, je deviens dingue. C'est plus du côté des patients que du côté de l'exercice. Mon internat de médecine générale, à l'époque, ça s'appelait le résidanat de médecine générale. Donc moi, j'ai pas passé le concours de l'internat, étant donné que je savais dès la fin de D4 que je voulais devenir médecin généraliste. J'ai choisi des stages. On en avait 4, c'était 4 semestres. Donc j'ai commencé par un stage de gastro-entéro à l'hôpital à Vicenne. Et après, j'ai fait 2 semestres aux urgences de Robert Ballanger, donc dans le 93. Où j'ai appris à faire la guerre et voilà, mais ça a été archi formateur. En plus, j'adorais ça, les urgences. J'ai même hésité à être urgentiste. À l'époque, c'était une capacité de médecine d'urgence. On était généraliste et on pouvait passer une capacité de médecine d'urgence. C'était pas une spécialité comme maintenant. Mon chef de service voulait absolument que je travaille pour lui.
J'ai fini par un 4e semestre en médecine interne diabéto à l'hôpital de Meaux, très très formateur aussi. Et puis on avait à l'époque donc des stages chez le médecin généraliste. Et j'avais fait un stage à Duny qui était absolument complètement pourri, où la nana elle me permettait de prendre la tension des patients de temps en temps, alors que j'étais interne aux urgences et que j'intubais des gens voilà, en détresse respiratoire. Malheureusement, les stages chez le praticien, il y a une grande disparité, parce qu'il y a des praticiens qui sont extrêmement impliqués dans le fait de partager leur savoir et voilà, d'aider les jeunes à prendre confiance en eux, à avoir l'initiative. Et il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. J'aurais bien aimé faire des DU supplémentaires. La seule chose, c'est que j'ai pris l'initiative d'aller en milieu semi-rural, donc loin de ma fac et des facs. Puis surtout, au début de ma vie libérale, un week-end sur 2, j'étais de garde, je faisais des gardes de 48 heures. Et j'ai voulu donner un petit peu de temps à mon premier enfant et puis après à mon deuxième enfant. J'ai fait ma vie avec un médecin généraliste aussi. Pendant qu'il y en avait un qui travaillait, l'autre s'occupait des enfants. Le rêve de DU est vite parti. Je me suis laissée totalement happée par ma vie actuelle de médecin généraliste. Depuis le Covid, on a la possibilité de faire du e-learning, ce qui est absolument extraordinaire. Alors bon, j'ai pas fait de DU, mais par contre, j'ai toujours continué à lire des résultats de recherche, des articles. Toujours. En fait, j'aurais aimé faire des DU de pédiatrie, de nutrition. J'ai fait partie d'un groupe de pairs qui m'a beaucoup aidée, notamment la prise en charge de l'hypertension artérielle, des prises en charge de pédiatrie. Ça nous obligeait à reprendre tout ce qui était recommandations de la Haute Autorité de Santé. J'ai une conférence qui commence aujourd'hui, 1er décembre, sur la gynécologie en médecine générale. J'ai fait aussi une formation sur la reconnaissance des différentes tumeurs cutanées en dermatologie en médecine générale. Mais ça, j'avais adoré la dermato. J'avais fait un stage d'externe en dermato à Vicenne que j'avais adoré. Et j'ai fait aussi une formation récente là sur le bon choix de l'antibiothérapie, parce qu'on a une antibiorésistance qui va être de plus en plus importante. À chaque fois que j'ai l'opportunité de le raconter à des externes ou à des internes, je la raconte. J'ai reçu un monsieur, il me semble qu'il avait une petite trentaine d'années, et il était, donc là j'étais interne à Vicenne. Il était fébrile, mais avec un 38,2, 38,3. Et l'examen clinique était vraiment très pauvre. Quant à la recherche de l'étiologie de sa fièvre, et il avait une otite moyenne aiguë, voilà, c'est tout. Mais j'étais étonnée par le fait qu'il soit ralenti. Et l'examen neurologique me montrait un signe de rhombère à gauche, mais vraiment discret, mais vraiment à la limite de mon objectivité. Et tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait comme métier, ce monsieur? Et il me dit, je suis pizzaiolo. Et là, je me dis, mais travailler dans une cuisine, être pizzaiolo, faut pas être hypothyroïdien, quoi. Faut avoir un petit peu plus de peps. Et donc, je me dis, faudrait pas passer à côté d'un truc neurologique quand même. Et je lui explique, le radiologue, et je lui dis, tu veux pas me faire un scan cérébral? Le radiologue me dit, bon, allez, j'ai le temps, je vais te le faire. Donc, il fait le scan cérébral, et là, il m'appelle et il me dit, écoute, tu as eu un pif démentiel, il a un abcès cérébral. L'histoire, en fait, c'est que des fois, on a un instinct, qu'il y a des trucs qu'on ne s'explique pas. Il faut absolument aller jusqu'au bout de son raisonnement. Donc, comme quoi, des fois, il faut suivre son pif.